Bonjour et bienvenue dans notre deuxième vidéo dans le cadre du grand débat national, où l'on traite cette fois-ci de la fiscalité et des dépenses publiques. L'objectif ici est de rendre notre fiscalité plus juste, plus simple, et de définir les dépenses que l'on juge prioritaires et celles à l'inverse où l'on pourrait faire des économies. Prenons l'impôt sur le revenu. Cet impôt est l'un des plus justes de notre pays car il est à la fois progressif et redistributif. Pourtant, en l'état actuel, seuls 50% des Français y sont assujettis. Les plus modestes, loin d'être totalement exonérés d'impôts, contribuent par d'autres prélèvements obligatoires progressifs comme la CSG ou proportionnels comme la CRDS et les cotisations et taxes. L'idée serait donc de basculer un maximum de ces prélèvements obligatoires proportionnels vers des prélèvements progressifs, de sorte que chacun participe à hauteur de ses moyens à la solidarité nationale. En somme, il s'agit d'amplifier la dynamique actuelle, où l'on a augmenté la CSG en contrepartie de la suppression des cotisations chômage et maladie. Pour compenser la transformation de l'ISF en IFI et l'éventuelle exonération de taxes d'habitation pour les 20% les plus fortunés à venir, nous proposons de créer une nouvelle tranche d'imposition pour les plus hauts revenus et d'augmenter les droits de succession pour les très gros patrimoines. Une telle transformation de notre fiscalité rendrait le système à la fois plus juste et plus lisible. Aujourd'hui, la multiplicité des prélèvements obligatoires fait le bonheur des experts comptables, ou pas, mais rend fou le commun des citoyens. De ce point de vue-là, il y a aussi du ménage à faire dans le calcul de l'impôt sur le revenu qui comporte un nombre ahurissant de niches fiscales. La première et la plus évidente pour nous étant le quotient conjugal qui favorise les couples au détriment des personnes célibataires. Cette niche fiscale s'inscrit dans une longue liste de dispositifs pris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour favoriser la natalité du pays. Mais outre le fait que l'État n'est pas à nous dicter un mode de vie plutôt qu'un autre, et plus largement à créer une rupture d'égalité entre ses citoyens, on peut aujourd'hui remettre en question l'idée d'avoir une politique nataliste. Face à l'impératif écologique, les évolutions actuelles de la démographie mondiale ne sont pas soutenables. Libre à chacun d'avoir des enfants, bien sûr, mais de là à l'encourager par une subvention publique, cela nous paraît inconsidéré. Au-delà de cette niche fiscale, ce sont des centaines de dispositions qu'il faudrait remettre à plat. Citons à titre d'exemple le financement des partis politiques. Aujourd'hui, les dons à ces partis ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu à hauteur des 2/3. Comme ce sont les plus aisés qui payent l'impôt sur le revenu, cet avantage ne concerne qu'eux. Ainsi, un don de 7 500 € d'un contribuable fortuné est subventionné à hauteur de 5 000 € par nos impôts, là où un don de 200 € d'un contribuable modeste n'est pas subventionné. D'une certaine façon, nous payons pour les préférences politiques des plus fortunés. Pour corriger cette absurdité, nous proposons de mettre en place un système de subvention publique fléché par les citoyens. Chacun disposerait annuellement d'un bon de quelques euros qu'il pourrait donner au parti de son choix. Ce serait à la fois plus juste, puisque les plus modestes pourraient contribuer là où aujourd'hui leur revenu ne leur permet pas, et plus représentatif des opinions que le système actuel qui se base sur les dons des plus fortunés et sur les résultats des élections passées. Une fois ce toilettage fait, encore faut-il que les plus fortunés ne se soustraient pas à l'impôt par des mécanismes d'évasion ou d'optimisation fiscale. À ce titre, nous saluons les mesures prises par la majorité actuelle en ce qui concerne la fin du verrou de Bercy, la taxation des géants du numérique, l'imposition des grands patrons établis à l'étranger ou la mise en place du prélèvement à la source. Mais pour aller encore plus loin, nous proposons d'imposer les contribuables selon leur nationalité. Un Français qui réside en France ou au Luxembourg se devrait alors de payer ses impôts en France, ou plutôt pour être exact, le différentiel entre son pays de résidence et le pays dont il a la nationalité. Dans cette idée, rien de révolutionnaire, elle est déjà mise en application par les États-Unis d'Amérique. Avec ces différentes propositions, notre fiscalité serait véritablement plus juste et plus lisible. Pour autant, l'impôt sur le revenu ne peut pas remplacer l'ensemble de nos prélèvements obligatoires actuels, et particulièrement certaines taxes incitatives, qu'elles soient sanitaires ou écologiques. Comme nous l'expliquons dans notre vidéo précédente, le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources nous obligent à repenser notre vision du monde et parfois à changer nos habitudes de consommation. C'est pourquoi il faut augmenter les taxes sur les carburants en supprimant là aussi certaines exemptions qui bénéficient aux poids lourds, aux taxis ou encore au trafic aérien. Certains proposent de mettre en place un effet cliquet pour que le prix des carburants ne puisse jamais repartir à la baisse, mais cela provoquerait une situation intenable en cas de pic temporaire du prix du baril sur les cours mondiaux. D'autres proposent un taux variable pour atténuer les effets globaux, mais cela ne nous satisfait pas davantage car il serait complexe à mettre en place et rendrait impossible toute prédiction sur le long terme en ce qui concerne les recettes espérées, et donc la réduction concomitante d'autres prélèvements obligatoires.
Pour ces différentes raisons, un retour à la trajectoire carbone telle qu'elle est proposée initialement nous paraît plus pertinent. En ce qui concerne la pollution importée, nous proposions également de mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, cette fois de sorte que tout produit importé soit taxé à hauteur des émissions de CO2 qu'il a engendrées en dehors de cette union. Au-delà de la fiscalité, certaines recettes proviennent d'entreprises dont l'État est actionnaire parfois majoritaire. Il est aujourd'hui question de la privatisation des aéroports de Paris ou de la Française des Jeux. Pour autant, l'État gagnerait à rester actionnaire de ces sociétés et s'assurer une situation de rente sur le long terme qui lui assurait in fine davantage de revenus qu'une revente immédiate. Toutes les recettes fiscales que nous avons évoquées jusqu'à présent nous permettraient à la fois de réduire certains prélèvements obligatoires, qui pèsent sur le travail par exemple, mais aussi de financer des dépenses nouvelles. Le premier poste de dépense dans le budget de l'État concerne les prestations sociales, en ce qui concerne les minima sociaux et les aides sociales. Il existe aujourd'hui une multitude de mécanismes, RSA, AAH, ASPA, bourse étudiante, allocation chômage, aide pour le logement, allocation familiale, prime d'activité, statut des intermittents du spectacle, etc. À niveau constant de dépenses, on peut rendre le système plus lisible et plus juste en fusionnant certains de ces dispositifs et en retenant comme critère déterminant le revenu de la personne associé à son activité. Le revenu tout d'abord pour éviter que ces aides soient perçues par les citoyens les plus fortunés, comme ça peut parfois être le cas aujourd'hui avec le chômage qui peut atteindre jusqu'à 7 000 € par mois pour les personnes ayant eu des revenus particulièrement élevés. L'activité ensuite est retenue comme critère pour qu'un actif soit davantage valorisé qu'une personne sans activité dans le calcul de ses droits, de sorte qu'il existe toujours une incitation à travailler même à temps partiel. Là encore, nous ne retenons pas le critère familial car il participe de cette politique nataliste que nous décrivions plus tôt. Les avantages par rapport au système actuel sont donc multiples, sans compter que l'on aurait à recourir à un guichet unique qui pourrait d'ailleurs allouer les ressources automatiquement sur la base de votre déclaration de revenus. Finalement, c'est comme si la courbe de l'impôt sur le revenu était négative, donc une allocation pour les bas revenus à degré variable selon les situations. De la sorte, l'impôt sur le revenu serait le principal instrument fiscal de correction des inégalités, extrêmement lisible et incontestablement efficace pour nos concitoyens du fait de son automaticité. Une telle modification du système permettrait également de faire des économies par la rationalisation des administrations dédiées. Aussi, en ce qui concerne le chômage, l'allocation deviendrait universelle et non assurantielle, de sorte que les indépendants pourraient également y prétendre. Si la rémunération passée doit être considérée, on peut imaginer que l'allocation soit plafonnée bien en dessous du niveau maximal actuel qui dépasse les 7 000 € bruts mensuels. Des travaux d'intérêt généraux à vocation écologique ou sanitaire pourraient également être demandés aux demandeurs d'emploi s'ils parviennent à obtenir un emploi sur la longue durée. Cela permettrait à la fois de donner un sens à leur rémunération et à apporter un bienfait à la collectivité. Bon, jusqu'à présent, il a beaucoup été question de redistribution dans cette vidéo. La France est d'ailleurs déjà à la pointe sur ce sujet au niveau mondial, mais la redistribution n'est là que pour corriger une situation à l'origine inégalitaire. Le cœur du problème, c'est bien de créer des conditions plus justes dans la distribution initiale des richesses, domaine où, à l'inverse, la France est très en retard au niveau international. Pour agir sur ce levier, il faut s'assurer des conditions d'accès à l'éducation, à l'emploi et à la santé qui soient optimales. Des investissements sont faits en ce qui concerne l'école et le président a parlé de généraliser le fait d'avoir 12 enfants par classe en CEP et CE1. Dans le domaine de l'emploi, beaucoup pourrait encore être fait pour lutter contre les inégalités de situation et fluidifier le marché du travail. La dynamique doit être d'universaliser les droits et donc de véritablement protéger les personnes pour lever les protections statutaires qui nuisent à la mobilité sociale. Dans le domaine de la santé, on pourrait aller vers un meilleur remboursement des frais par la sécurité sociale, de sorte que l'on puisse progressivement se passer de complémentaire santé. Comme évoqué précédemment, on gagnerait à financer la sécurité sociale par l'impôt qui est progressif et non par les cotisations qui, elles, sont proportionnelles. Cela permettrait aussi de rompre avec la logique assurantielle et d'ouvrir des mêmes droits au remboursement pour tous, quelle que soit sa situation. Au-delà de ces réformes et des dépenses nouvelles que certaines peuvent générer, nous pouvons aussi faire des économies dans certains domaines. Par exemple, en ce qui concerne les privilèges de ce que l'on appelle parfois la noblesse d'État, ces hauts fonctionnaires aux rémunérations et avantages indus. Prenons l'exemple des préfets hors cadre. Ils sont rémunérés entre 6 000 et 12 000 € net par mois, alors qu'aucune mission ne leur est confiée. Le statut leur est accordé à vie et une fois à la retraite, ils toucheront 4 000 € net par mois au minimum.
Dans un autre registre, certaines rémunérations de présidents d'autorités administratives indépendantes ont pu choquer récemment au vu du travail effectivement réalisé. Les exemples en la matière sont nombreux et des économies peuvent certainement être faites dans les plus hautes sphères administratives. De manière plus générale, le poids des administrations pourrait être réduit par la rationalisation et la numérisation d'un plus grand nombre de services. Enfin, certains budgets peuvent être diminués, comme celui de la défense, où nos capacités de dissuasion nucléaire et nos alliances diplomatiques nous assurent d'ores et déjà une capacité opératoire et des conditions de sécurité satisfaisantes. Le budget alloué au système carcéral, lui, pourrait être réduit en augmentant le nombre de prisons sans barreaux, calqué sur le modèle danois. Dans ces prisons ouvertes, les détenus doivent travailler pour purger leur peine, ce qui réduit de manière conséquente le coût de ces structures. Ils disposent en contrepartie d'un véritable accompagnement social et professionnel pour favoriser leur réinsertion et diminuer là aussi les coûts liés à la récidive bien plus faibles. Ces dispositifs sont tout de même mis en place pour s'assurer que l'évasion soit risquée, d'autant que s'il venait à s'échapper, la peine serait renforcée et devrait alors être purgée dans une structure traditionnelle. Voilà donc en quelques mots nos propositions en matière de fiscalité et de dépenses publiques que nous vous invitons encore à relayer et proposer dans le cadre du grand débat national. Vous trouverez un visuel qui récapitule en un coup d'œil toutes nos propositions. Une nouvelle fois, cette vidéo n'est pas exhaustive et beaucoup d'autres solutions pourraient être proposées. Nous vous invitons d'ailleurs à ajouter les vôtres en commentaire et à débattre de ce que nous avons pu avancer. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour discuter du thème de la démocratie et de la citoyenneté. À bientôt!